Bonjour à tous et bienvenue Salle 104. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur l'Empire romain, ses conquêtes, la paix qu'il imposa et le processus de romanisation qu'il engendra sur son vaste territoire. Désolé pour le cliché. L'Empire romain débute en 27 avant Jésus-Christ avec l'avènement d'Octave. Après avoir éliminé ses adversaires dans une période de guerre civile, il devient Auguste, le premier empereur romain. Il dirige alors seul un gigantesque territoire tout en conservant, au moins en apparence, les institutions et les structures héritées de la République romaine. En effet, l'histoire romaine est déjà très ancienne. La fondation de Rome date du 8e siècle avant Jésus-Christ et un système républicain y est établi dès la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. L'Empire romain arrive donc après une période républicaine d'environ 5 siècles. Cependant, sa taille, qui continue de croître durant les premiers siècles de notre ère, le place dans une situation inédite. Nous intéresserons alors à la manière dont s'est constitué l'Empire romain, mais aussi aux transformations profondes qu'il a engendrées dans les sociétés de la Méditerranée antique. Dans une première partie, arrêtons-nous d'abord sur la construction territoriale de l'Empire romain. Nous venons de le rappeler, l'Empire romain est l'héritier d'une histoire déjà riche. Quand Auguste prend le pouvoir, son assise territoriale est déjà importante. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, la République romaine s'est emparée de la quasi-totalité de la péninsule italienne. Sa victoire finale lors des guerres puniques contre Carthage, sa grande rivale, en 146 avant Jésus-Christ, lui a notamment permis d'acquérir la Sicile, l'Espagne et de s'installer en Afrique du Nord. Rome devient alors une puissance méditerranéenne majeure. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le général Jules César mena de grandes conquêtes à l'ouest de la Méditerranée, particulièrement en Gaule, tandis que son homologue et rival, le général Pompée, faisait de même à l'est et au sud. Durant son règne, Auguste continue cette dynamique de conquête jusqu'à sa mort, en 14. Il en va de même de tous ses successeurs jusqu'à Trajan, le dernier grand empereur conquérant. C'est sous le règne de ce dernier que l'Empire connaît son apogée territorial au début du IIe siècle de notre ère. Il s'étend de la Bretagne à l'Égypte du nord au sud et de l'Espagne à la Mésopotamie d'ouest en est. Les frontières de l'Empire reculent durant le règne du successeur de Trajan, l'empereur Hadrien. On le conçoit très vite, pour le pouvoir impérial, l'armée a un rôle crucial. Elle est d'abord l'instrument des conquêtes et son efficacité repose sur son organisation en légions, des groupes mobiles composés de 5000 soldats, les légionnaires. Chaque légionnaire est un soldat professionnel, entraîné, discipliné et bien équipé. Casque, cuirasse, bouclier, pilum et glaive. L'armée est ensuite l'un des ciments de l'Empire. Les victoires militaires assurent gloire et autorité aux empereurs qui commandent les légions. L'armée doit aussi leur permettre de maintenir la cohésion et l'unité d'un territoire gigantesque. Les empereurs doivent être en capacité de protéger toutes les populations de l'Empire face à ceux que les Romains appellent les barbares, c'est-à-dire les peuples hors du monde romain. Les frontières les plus sensibles sont donc fortifiées, c'est ce que l'on nomme le limes. Des camps de légionnaires sont aussi installés à proximité. Ils servent en outre à pacifier des espaces nouvellement conquis ou enclins à se révolter. L'Empire romain inaugure alors une longue période de relative tranquillité. On parle de Pax Romana ou de paix romaine. Nous allons voir dans une seconde partie que cette situation permet de faire de l'Empire romain un espace sûr et prospère. À nouveau, la sûreté de l'Empire est garantie par les empereurs qui concentrent l'essentiel des pouvoirs. Ils organisent l'Empire en le divisant en plusieurs provinces, de grandes régions administratives comme la Narbonnaise ou la Dalmatie, pour lesquelles ils nomment un gouverneur chargé en leur nom de faire respecter les lois impériales, de rendre justice ou de lever les impôts. Cette structure administrative, appuyée par les légions, permet donc d'imposer la Pax Romana, de pacifier l'intérieur de l'Empire durant le 1er et le 2e siècle de notre ère. Les révoltes sont alors rares et maîtrisées relativement rapidement, comme celle des Juifs dans la province de Judée en 70. La paix et la sécurité permettent un important développement économique. Dans les campagnes de l'Empire, de grands domaines agricoles sont établis, les villae. Ils produisent des céréales, du vin, de l'huile, etc. Les productions minières et artisanales augmentent elles aussi. Soutenues par une politique de construction de routes, les fameuses voies romaines, et de ports, le commerce connaît une forte croissance. Des échanges ont lieu entre l'ensemble des provinces de l'Empire,
mais aussi avec les peuples extérieurs. Des contacts plus ou moins directs sont même établis avec la Chine. De leur côté, les villes profitent pleinement de ces échanges et de leurs retombées économiques. Elles se multiplient, croissent fortement et sont au cœur du processus que nous allons aborder dans une dernière partie, la romanisation. Lorsque l'on parle de romanisation, on évoque l'adoption progressive du mode de vie des Romains dans l'ensemble des territoires de l'Empire. Rome, en tant que capitale de l'Empire romain, est l'Urbs, la ville, la référence absolue. Forte de plus d'1 million d'habitants, elle contient le palais impérial sur le mont Palatin. Les empereurs laissent leurs empreintes sur la ville en faisant construire de nombreux monuments. Certains, comme les arcs de triomphe ou les colonnes, servent à célébrer leur gloire. D'autres visent à répondre aux croyances, aux besoins et aux désirs des citoyens romains. Temples, théâtres, l'amphithéâtre du Colisée pour les combats de gladiateurs, cirque pour les courses de chars, des thermes, c'est-à-dire des bains publics ou encore des aqueducs pour alimenter la ville en eau, tous ces éléments forment des composantes essentielles du mode de vie romain qui sont repris dans les provinces. Cette diffusion est appuyée par les ambitions des élites provinciales, les populations les plus riches et les plus influentes qui veulent s'intégrer dans l'Empire. Elles adoptent le latin, la langue de l'administration impériale, elles suivent les modes vestimentaires et culinaires romaines. C'est ainsi que le port de la toge, vêtement romain par excellence pour les hommes, se diffuse. On pourrait faire le même constat pour la mode des cheveux longs bouclés chez les femmes. Le point le plus significatif est sans doute la diffusion du modèle de la cité romaine, la ville comme cadre de vie. Les élites provinciales transforment leur ville ou fondent de nouvelles cités pour leur peuple en s'inspirant du modèle de l'Urbs, de Rome. À l'image de Duro-Cortorum, Reims, dans la province de Gaule-Belgique, chaque cité s'organise alors sur un plan géométrique autour d'un forum, une vaste place publique où les citoyens se réunissent pour traiter des affaires politiques, économiques et commerciales. Des édifices typiquement romains y sont bâtis. On peut ainsi évoquer pour exemple l'amphithéâtre d'Arles, en Gaule narbonnaise, ou les thermes de Bath, en Bretagne, construits tous les deux au 1er siècle. Des temples, comme la maison carrée de Nîmes, sont dédiés au culte impérial, c'est-à-dire le culte religieux dédié aux empereurs. Enfin, la romanisation passe par l'évolution du statut des habitants de l'Empire. À la fin du 1er siècle, seuls les hommes italiens disposent de la citoyenneté romaine qui leur confère des droits privilégiés. Les habitants libres des provinces peuvent acquérir ce statut en s'investissant pour l'Empire. Ils l'obtiennent par exemple après 24 ans de service dans l'armée romaine, ou encore à l'issue d'un mandat de magistrat dans une cité de l'Empire, ou même directement par décision de l'empereur après un acte exceptionnel. L'agrandissement progressif de l'Empire et l'intégration de ses provinces conduit petit à petit à l'élargissement de la citoyenneté romaine. Cette évolution culmine en 212 avec l'édit, une loi, de l'empereur Caracalla qui accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Voilà, si tous les chemins mènent à Rome, c'est ici qu'ils se séparent pour nous aujourd'hui. J'espère être parvenu à vous faire comprendre les ressorts et les conséquences de la domination impériale romaine sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, une période clé dont les répercussions sont encore fortes de nos jours. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.